Et si je te disais que bientôt ton code ne sera plus exécuté, mais il décidera tout seul de ce qu'il aura à faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. On parle d'outils de génération de code, on parle de ChatGPT, on parle de Claude Code, on parle de Copilot. Donc, on parle d'outils de génération de texte et génération d'images et même génération de vidéos. Mais le vrai tournant, ce n'est pas juste l'IA qui répond à des prompts. Le vrai tournant qui va s'opérer dans les années à venir, dans les mois à venir, ça va être l'autonomie de vos IA. Le vrai tournant, ça va être l'IA qui va décider tout seul des actions qu'il aura à faire sans avoir besoin de recevoir des instructions détaillées comme c'est le cas aujourd'hui. L'IA va décider de prendre ses décisions en toute autonomie sans avoir besoin d'être guidé. Bienvenue dans l'ère des agents IA. 2026, on n'est pas encore totalement sûr, mais ça pourra probablement être l'année où les agents IA vont probablement devenir mainstream. Ou 2026 à coup sûr. Mainstream, ça veut simplement dire adopté par un grand nombre de personnes, par un grand nombre d'entreprises, parce que ça va d'abord se faire dans les entreprises avant d'être grand public. Dans cette vidéo, on va voir ce que sont les agents IA et ce que c'est l'agent IA. On va se poser la question de savoir pourquoi tout le monde s'y met. Quand je dis tout le monde, c'est les grandes entreprises principalement, tech, et surtout ce que ça va changer concrètement pour les développeurs que tu es ou bien pour le DevOps ou l'Ops que tu es. Premier point, c'est quoi la différence entre les IA classiques et les agents IA? C'est quelque chose de fondamental qu'il faut bien avoir à l'esprit, qu'il faut bien comprendre, parce que c'est ce qui va conditionner la suite. Jusqu'à maintenant, ce que font 99% des IA, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle un prompt, qui va prendre en entrée votre texte, et ensuite l'IA va prendre vos données en fonction de ce que vous lui avez demandé, il va vous générer une sortie. Donc vous avez le modèle input-output. En input, il va recevoir des données, votre demande via des prompts. Et en sortie, il va vous rendre le résultat. Donc ça pourrait être du texte, ça pourrait être du code, ça pourrait être des images, ça pourrait être des vidéos. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu poses la question, tu reçois une réponse et fin de l'histoire, on s'arrête là. Avec un agent IA, c'est totalement différent. Vraiment totalement différent. C'est quoi concrètement un agent IA? Avant d'expliquer son fonctionnement, c'est quoi un agent IA? L'agent IA, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a un objectif. Vous allez dire à l'agent IA où est-ce que vous voulez arriver. Et en toute autonomie, l'agent IA, il va décider des actions qu'il aura réalisées. Donc des micro-séquences que lui-même, il va décider de pouvoir les réaliser. Donc en gros, lui, il a besoin de l'objectif. Il va ensuite planifier, c'est-à-dire découper en petites tâches. Ensuite, il va pouvoir agir, c'est-à-dire exécuter chacune de ces petites tâches. Ensuite, il va observer le résultat. Et si le résultat ne correspond pas, n'est pas bon, ou il y a des problèmes sur cet objectif-là, il va retenter tout seul. Vous n'avez pas besoin de votre DIA à votre agent IA. En fait, ça ne me correspond pas, c'est pas bien ce que je veux. Lui, automatiquement, il va prendre la décision que le résultat ne correspond pas à la demande initiale et il va reboucler. Donc, l'agent IA est capable de s'adapter et de pouvoir travailler en autonomie dans une boucle, en fait. C'est ça la vraie différence qu'il faut comprendre. C'est que vous avez les modèles d'IA aujourd'hui classiques, c'est input-output. Donc, ça, c'est les IA classiques. Eux, ils sont pas en autonomie. Vous posez une question, ensuite, ils vous donnent le résultat. Par contre, les agents IA, vous leur dites où vous voulez aller. Il va se charger de découper, de faire toutes les actions et il va tourner en mode boucle infinie jusqu'à ce que le résultat soit atteint. Donc concrètement, avec un agent IA, vous allez lui dire, écoute, j'ai mon application web là qui est dans le dossier A, je veux que tu fasses le nécessaire pour la mettre en production. Et l'agent IA, il va se débrouiller pour pouvoir réaliser les actions. Donc concrètement, l'agent IA, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra aller lire le repo, faire le push et le tag de votre code, déployer la pipeline, surveiller les logs, détecter une erreur, corriger l'erreur et relancer la boucle. Et là, ça sera fait sans que l'ops, sans que le développeur soit là à chaque fois pour pouvoir lui dire « Ah, et tu t'es trompé, il faut que tu refasses ça. » Il va vraiment le faire de manière autonome. C'est ça vraiment le but de l'agent. Maintenant, on va entrer dans le concept de ce qu'on appelle agentic AI. Donc, c'est vraiment le mot-clé, agentic IA. Le concept de agentic IA ou agentic AI, selon
que vous êtes anglais ou francophone. Ça peut paraître un peu complexe, un peu simple, mais en fait c'est super simple à comprendre et ça se résume en 3 points. Quand on parle d'agentic AI, ce sont des workflows qui sont autonomes. Donc des workflows, c'est des séries d'actions qui vont se réaliser de manière autonome. La deuxième chose avec les agentic AI, avec l'agentic AI, c'est que vous allez avoir plusieurs agents qui vont collaborer entre eux. Et le troisième point, c'est que la prise de décision va se faire sans humain. Donc, quand on parle de agentic AI, ces 3 concepts, c'est les workflows, la multiplicité d'agents et surtout la prise de décision qui se fait toute seule, sans qu'il y ait un humain qui soit là pour donner précisément la direction à suivre et les instructions. Ce n'est pas vraiment un assistant, c'est un acteur du système. Quand on parle d'agentic AI, il n'est pas juste pour vous assister, il est vraiment là pour prendre les décisions pour vous et d'aller plus loin. Alors la question que vous allez poser, c'est pourquoi les agents IA arrivent ou sont déjà presque là? Pourquoi ça va être la tendance à venir? Il y a plusieurs facteurs qui concourent à l'essor des agents IA. Donc ils sont l'ordre de 3, je dirais. La première raison, c'est que les LLM, les Large Language Models, donc ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, etc., ils sont devenus suffisamment intelligents grâce à la guerre qu'il y a eu, la guerre technologique, la concurrence qu'il y a eu, ils se sont poussés vers le haut. Ce qui fait que les modèles IA sont devenus super performants et ils sont capables aujourd'hui de raisonner tout seuls. Ils sont capables de planifier, ils sont capables d'utiliser des outils externes, notamment via ce qu'on appelle du RAG. Donc, il est même capable d'aller chercher la donnée fraîche qu'il n'a pas en lui-même. Ce qui leur donne de super pouvoirs aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a des outils qui sont prêts. Aujourd'hui, il y a assez d'API. On a de la puissance de calcul, avec notamment les cartes d'NVIDIA. L'accès aux systèmes qui sont existants. Donc, il y a toute une infrastructure qui permet aujourd'hui de pouvoir avoir ce fonctionnement avec des agents IA. Le troisième aussi, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'aller beaucoup plus loin. Elles ne se contentent plus de se dire qu'on va avoir notre prompt, c'est bien, notre générateur de code, notre générateur de texte, d'images et tout, c'est très bien. Mais les entreprises veulent toujours plus, elles veulent toujours aller plus loin. Donc elles veulent même arriver au stade où il n'y a plus d'humains, où il y a les agents IA qui vont pouvoir travailler en toute autonomie. Le but derrière, c'est d'avoir de la vitesse, de la scalabilité et forcément générer beaucoup plus d'argent parce que tout ça, c'est une question toujours financière. Donc résultat, on va avoir des agents IA qui vont faire le support client, c'est déjà le cas, des agents IA qui vont faire du monitoring, qui vont faire de la cyber, qui vont faire de data et même de l'ops. De l'ops, c'est un peu plus nuancé, mais on voit des agences IA qui vont s'arriver là-dedans. C'est va être la tendance en fait aujourd'hui. Ce que ça change pour les devs concrètement. Donc là, on arrive sur le cœur du sujet qui vous concerne tous si vous êtes abonné à ma chaîne. Donc non, les agents IA ne vont pas remplacer les devs en 2026, ni en 2027, ni en 2028, je pense. Après, passer 2030, je sais pas. Mais le job va clairement changer en tant que développeur si vous êtes dans une entreprise ou dans une startup dans lequel vous allez devoir faire face avec des agents IA. Votre boulot va complètement changer. Premièrement, le développeur va devenir une sorte d'orchestrateur. Il va orchestrer en fait les agents IA. C'est-à-dire, avant ce que tu faisais en tant que développeur, c'était d'écrire tes fonctions, c'était de gérer les services, c'était de s'assurer de la qualité du code, ce genre de choses. Mais tu n'auras plus besoin de faire ça aujourd'hui. Tu n'auras plus besoin de vraiment pisser du code comme on dit. Tu vas te contenter en fait d'orchestrer les agents IA. En gros, orchestrer, ça veut dire quoi? Tu vas définir les objectifs de tes agents et ensuite tu vas analyser leur comportement pour t'assurer qu'ils ne divergent pas trop et t'assurer qu'ils sont sur la bonne direction. Ça va être ça ton rôle. Donc en gros, tu vas moins coder forcément. C'est même déjà le cas aujourd'hui. Ça va s'accélérer avec les agents. Il y a où tu vas moins coder. Parfois, tu n'auras même plus besoin d'aller regarder le code. Mais par contre, tu vas passer ton temps à bien définir, à bien structurer ton agent IA pour t'assurer que voilà, il suit la bonne direction. Deuxièmement, il va y avoir un changement en fait dans la logique métier. Aujourd'hui, quand vous êtes développeur, en fait, les applications, quand on les code, en gros, ça a des, comment dire, ça a des comportements déterministes. Donc, on sait précisément que si on clique sur ce bouton-là, ça va générer telle action. Si on fait ça, ça va générer ça, ce qu'on appelle les actions déterministes. Avec les agents IA, on va passer plus à un modèle probabiliste. Donc, les IA, sans faire un cours de mathématiques ou de jeu d'expert, en fait, c'est basé sur des probabilités. En gros, l'IA, il essaie d'avoir la probabilité la plus haute de ce qui va arriver en fait. Donc, on va passer à un modèle probabiliste. Donc, ce qui fait que probabilité, ça veut dire que ça va pas forcément arriver tout le temps, mais l'agent IA peut potentiellement se tromper. Les IA, ils peuvent se tromper puisqu'ils se basent sur des probabilités. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. Ils hallucinent de moins en moins, mais ils pourront se comprendre. Donc, les agents IA, comme ils sont basés sur des IA, auront aussi ces problématiques-là de pouvoir se tromper souvent. Ils pourront aussi hésiter
Ils pourront aussi des fois aussi prendre plusieurs chemins. C'est ce qui se passe souvent sur des prompts. Il va souvent vous dire proposer la réponse A ou la réponse B. Donc il y a des solutions, des moments où l'IA en fait, comme c'est sur la probabilité, il va avoir des doutes ou bien il va prendre la plus grosse probabilité. Donc ce qui fait que toi en tant que développeur, c'est à toi de mettre des garde-fous. Ça sera vraiment ton rôle de mettre des garde-fous, de mettre des limites et de règles et de mettre aussi ce qu'on appelle des règles de décision pour faire en sorte que ton IA, ton agent IA n'ait pas trop besoin de te poser la question, ne soit pas trop besoin d'hésiter pour qu'il le rende vraiment plus autonome encore et pour le customiser pour qu'il puisse répondre vraiment à ton besoin. Il va falloir mettre des garde-fous et de pouvoir mettre aussi des décisions. Et par conséquent, comme si on est sur un modèle probabiliste, il va falloir sécuriser et bien gérer les rollbacks. Faire en sorte que si tu as une version qui est stable, quand tu vas demander à ton IA de pouvoir partir vers une nouvelle version, un nouveau chemin, il faut qu'à tout moment, si jamais il va sur un chemin qui diverge trop, que tu puisses revenir très rapidement à ton état stable. Donc pouvoir gérer des rollbacks, c'est quelque chose de très, très important. Donc en gros, ce qui fait que le code au final, avec les agents IA, il va être plus résilient, c'est sûr, mais il va être moins déterministe. C'est-à-dire, on va moins savoir ce qui va se passer sur votre application quand vous allez faire une action dans vos logiciels. Mais ça va être plus résilient et plus stable. Le troisième changement qui va arriver au niveau du dev, je pense que les applications du type CRUD, CRUD c'est Create, Update, Delete, c'est des applications classiques que vous pouvez voir sur du web en fait, où il y a beaucoup de formulaires avec des endpoints et tout. Ça va probablement disparaître en fait. On va voir de moins en moins. D'ailleurs, c'est ce qui explique que ces derniers temps, pour ceux qui suivent un peu l'actualité boursière économique, les gros éditeurs de logiciels comme Adobe, le ServiceNow et tout, ils ont accumulé des grosses chutes là ces dernières semaines là. Et parce que le marché, ce type d'application là, voilà, ça va probablement disparaître en fait. On ne sait pas encore, mais il y aura moins besoin de ces applications là. Parce que de plus en plus, comme il y aura moins d'interactions humaines, on aura moins besoin de remplir des formulaires. C'est des agents IA qui vont le faire. Donc ce qui fait que l'un agent IA, lui, il n'a pas forcément besoin d'avoir un formulaire. Il a besoin juste peut-être d'une API et pour pouvoir faire son travail. Donc ça va probablement disparaître ce genre de logiciel là, ce genre d'application là. Euh, par contre, il faudra gérer tout ce qui est intégration, pipeline, coordination entre les systèmes d'IA, notamment avec ce qu'on appelle des MCP. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, ça va être ça les tendances. Maintenant, l'impact côté Ops, donc côté Ops, DevOps, plateforme ingénieur et tout, donc ceux qui gèrent vraiment les serveurs, les plateformes. Il va avoir plusieurs impacts. Premier impact au niveau de l'observabilité, moi je dirais. Avec les agents, en fait, tu vas arrêter de surveiller tes services. Il y aura moins besoin de la supervision classique comme on connaît avec du Nagios, avec du CloudWatch, ce genre de choses, quoi. Ce que tu vas surtout faire maintenant en tant que Ops, ça va être de surveiller les intentions de ton IA. Les nouvelles questions que tu vas te demander, c'est pourquoi ton agent fait ça, pourquoi il prend ces décisions-là, quelles étapes il a suivies, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il allait chercher ses données, où est-ce qu'il a hésité. Donc ça va être le travail un peu des ops, quoi. Plutôt que de surveiller l'application en elle-même, ça va être de surveiller les agents. S'assurer que où est-ce qu'ils vont chercher leurs données, quels sont leurs droits, quels sont leurs privilèges, etc. Donc ce qui fait qu'il y aura besoin d'avoir beaucoup des logs sur le raisonnement pour comprendre vraiment ce que fait votre agent. Parce que si vous ne comprenez pas ce que fait votre agent sur sa méthodologie, sur où il va chercher ses informations, ça peut être problématique lorsqu'il y aura un vrai problème. Le deuxième point, ça va être la sécurité. Donc la sécurité, c'est le cœur, mais ça va encore être s'accélérer avec les agents IA. L'agent IA, il aura besoin pour pouvoir aller chercher les informations, pour pouvoir interagir. Il a besoin d'avoir des accès, des permissions et le pouvoir d'aller réaliser ça. Donc ce qui fait que vous allez devoir, en tant que Ops, il va avoir des problématiques de pouvoir bien gérer les accès de nos agents IA. Est-ce que cet agent IA est-ce qu'il a le droit d'aller sur cette base de données là? Même s'il va sur cette base de données là, quelle information je lui donne accès? Parce que ça va être super important et je pense que ça va être un gros boulot il va y avoir aussi au cours de cette année là avec l'avènement des agents IA. Il va falloir qu'on puisse pouvoir identifier quel agent IA a exécuté telle action et aller lire telle donnée à quel moment. Il va falloir forcément aussi faire des audits permanents sur les agents pour pouvoir les contrôler de manière régulière en fait pour voir ce qu'ils font. Parce qu'il faut savoir que un agent qui sera mal contrôlé, un agent qui sera un peu laissé à l'abandon, c'est potentiellement une attaque qui pourrait arriver, une attaque automatisée. Et ça pourrait être catastrophique parce que si vous avez un agent IA que vos ops, vos gardes de la sécu ne gèrent pas et qui tombe sur les mains de quelqu'un de malveillant,
et qu'il a des droits qui sont assez larges, bah, ça peut être une catastrophe. Donc ça, c'est des problématiques aussi qu'il va y avoir dans les entreprises. Le troisième point maintenant aussi en tant que Ops que vous devez surveiller, c'est les coûts. Ça va être un aspect aussi très important, les coûts. Parce qu'il faut savoir qu'on est passé d'un modèle, en fait, avec les IA aujourd'hui, c'est vous faites une requête, donc vous envoyez des inputs, il vous renvoie un résultat. Donc là, vous êtes à peu près capable de quantifier les tokens, vous pouvez même mettre des limites pour à peu près savoir combien ça vous coûte et il n'y a pas vraiment d'imprévisibilité au niveau des coûts parce que c'est vos requêtes et vous pouvez suivre en fait que telle requête vous a consommé tel nombre de ressources et voilà. Par contre, l'agent, lui, ce qu'il peut faire, c'est faire des boucles. Il peut faire beaucoup d'appels API puisque s'il a besoin, imaginez qu'il est coincé au moment votre agent il a pour atteindre le résultat que vous lui avez demandé, bah, il va chercher l'information et pour faire l'information, il peut potentiellement faire des boucles, faire pas mal de calls API et du coup forcément consommer vos tokens. Et si par exemple votre agent IA a la capacité de pouvoir par exemple faire des scales sur vos serveurs, donc potentiellement il va aussi probablement vous générer des coûts. Donc ce qui fait que il va avoir un gros travail qui va devoir être fait par les ops pour pouvoir en fait suivre les budgets, tout ce qu'on appelle du FinOps et tout ça va devenir vraiment c'est plus quelque chose qui sera négligé ou on check tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Non, c'est quelque chose qui va devoir se faire au jour par jour pour pouvoir vraiment s'assurer que vos agents IA ne sont pas bouclés, en train de boucler à faire des appels API ou des appels serveurs assez importants qui vont faire exploser votre budget. Donc c'est pourquoi il va falloir mettre en place des procédures de limitation de budget, des procédures de quotas et aussi des procédures d'arrêt automatique. Donc pouvoir dire à votre IA en fait si tu dépasses tel nombre et tout, tu t'arrêtes automatiquement. Donc il va falloir réfléchir à toutes ces problématiques là. Aujourd'hui on va dire que dans le mode classique c'est on regarde la facture à la fin du mois. Et ensuite on optimise. Bon, c'est ce que je fais moi aussi, hein, je regarde pas ma facture tout le temps. Mais lorsque je vais mettre des agents IA sur mes infrastructures, je pourrais plus me permettre de faire ça. Donc il va falloir que j'automatise ou que j'ai un agent IA qui lui va être chargé de pouvoir s'assurer, de contrôler les coûts, de s'assurer que l'infra, que les coûts ne dépassent pas un certain seuil en fait. Quelles vont être les nouvelles compétences qu'il va falloir développer en tant que dev, en tant que ops, en tant que tech? Parce que forcément, il va falloir développer de nouvelles compétences. Tout ce monde-là est un peu nouveau. Même pour moi qui vous fais cette vidéo-là, c'est nouveau pour tout le monde d'ailleurs. Donc, c'est aussi ça qui est aussi intéressant. On peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a des experts là-dedans. Quelqu'un qui se définit comme un expert agent IA, pas vraiment un expert parce que tu peux pas être expert de quelque chose qui vient de sortir, dont on n'a même pas encore le recul. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est assez stimulant parce que c'est un écosystème en fait où tout le monde celui qui suit la tendance pourra rapidement s'élever et devenir peut-être un expert dans le domaine dans quelques années. Donc il va falloir forcément développer de nouvelles compétences. Je pense qu'il va falloir maîtriser tout ce qui est workflow agentique. Donc le fait déjà de regarder une vidéo comme la mienne, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous êtes dans ce mindset-là. Donc ça c'est pas mal. Il va falloir aussi développer et comprendre bien le prompt structuré, les objectifs, les contraintes. Parce qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui se posent pas trop des questions sur les prompts. On demande à l'IA de manière un peu basique ce qu'on veut faire, mais il y a moyen de pouvoir les optimiser. Et ce qui est bien, vous pouvez demander à vos IA de vous entraîner pour pouvoir faire des prompts bien structurés, bien calés et tout, parce que ça c'est une des compétences qui vont pouvoir faire la différence en fait entre deux personnes qui savent bien interroger les IA, donc c'est-à-dire bien faire du prompting. Bah, celui qui sait bien parler aux IA bah, va forcément atteindre des meilleurs résultats avec des coûts moins élevés que celui qui se contente de l'utiliser de manière généraliste en fait. Il y a des compétences maintenant sur l'observabilité que je vais appeler IA native, quoi, l'observabilité IA. Donc comment est-ce qu'on surveille ces agents-là? Comment est-ce qu'on surveille le coût? Quelles sont les métriques qu'on doit prendre en compte? Donc je pense que ça c'est une nouvelle compétence qui va grandir dans les prochaines années. Forcément la sécurité, mais la sécurité orientée IA. Comment est-ce que maintenant on limite nos IA, comment est-ce on les supervise pour elles ne fassent pas n'importe quoi. Comment même aussi est-ce qu'on fait comment on dit, du hacking éthique avec les agents IA. Donc ça c'est aussi des nouveaux métiers qui vont arriver. Et forcément la gouvernance et l'autonomie, comment est-ce qu'on gère la gouvernance de nos IA, ils ont accès à quoi. Ça rejoint aussi un peu l'aspect sécurité. Donc ça va être des compétences qui vont être très recherchées je pense. Peut-être pas là aujourd'hui là, mais je pense que dans 1 an, 2 ans, lorsque les agents y vont se déployer massivement dans les entreprises, c'est des compétences qui vont être forcément recherchées. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo là, donc 2026 ça ne sera probablement pas l'année de la fin des développeurs, même si les développeurs vont continuer à de moins en moins coder, ça c'est sûr. Mais ça va être
très probablement, à mon sens, l'année où le code ne va plus suffire. Être un bon codeur, savoir coder, ça ne va plus suffire en fait. C'est une compétence qui ne sera plus forcément discriminante. Voilà. Par contre, ça va être l'année où savoir concevoir des systèmes autonomes avec des agents IA va être quelque chose qui va s'accélérer en fait, à mon sens. Donc les meilleurs devs en fait, ça ne sera plus ceux qui savent coder rapidement. Je pense que c'était déjà un peu le cas en 2025, ça va être encore le cas en 2026. Même si savoir coder, ça va être toujours important, mais ça sera plus forcément ça qui va faire la différence. Mais ça va être ceux, à mon sens, qui vont pouvoir bien contrôler les agents, bien les faire travailler, en les limitant en termes de, notamment sur les aspects de sécurité, de droit d'accès, voilà. Donc, à mon sens, ça va être ça les prochaines steps, les compétences très recherchées. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Donc on va s'arrêter là. Donc si tu veux comprendre le futur du dev et comprendre les agents IA et rester en phase avec les tendances technologiques, bah, abonne-toi à la chaîne, like, partage et dis aussi en commentaire ce que tu penses. C'est tout pour cette vidéo là et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.